La francophonie institutionnelle tire ses origines de l'Afrique. En effet, c'est le 20 mars 1970 à Niamey au Niger que 21 États avaient signé la convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, sous l'impulsion de 3 chefs d'État africains, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge en Asie. La démarche des pères fondateurs de l'ACCT avait comme devise égalité, complémentarité et solidarité. Actuellement, cette institution francophone a enregistré beaucoup de transformations et en 40 ans, le nombre de ses membres a triplé. La francophonie n'a pas gardé uniquement sa vocation culturelle, elle a vite connu des évolutions importantes en intégrant la dimension politique dans ses missions. Kinshasa, capitale mondiale de la francophonie, est né au départ qu'un fief où vivaient des pêcheurs Téké sous l'autorité du chef Ngaliema, situé sur le territoire de Kintambo. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fut créée comme poste en décembre 1981 par l'explorateur Henry Morton Stanley, qui la baptisa sous le nom de Léopoldville. En vue de l'application de la loi foncière de 1910, une ordonnance datée du 15 décembre 1915 éleva Léopoldville et Kinshasa au rang des circonscriptions urbaines. Ensuite, par arrêté royal du 1er juillet 1923, le centre administratif, fonction jusque-là assumée par la ville de Boma sur l'océan Atlantique, fut transféré à Léopoldville, qui, le 25 juin 1941, deviendra juridiquement une ville étendue sur 5000 hectares, comptant 53 000 habitants. Elle devint par la même occasion capitale de la colonie. En 1923, les circonscriptions urbaines de Léopoldville et de Kinshasa sont réunies en une seule, la circonscription urbaine de Léopoldville. Et c'est la réforme administrative de 1923 qui a fait de Léopoldville la capitale de la colonie, chef-lieu de la province de Léopoldville et le chef-lieu du district du Moyen-Congo. À la fin du XIXe siècle, le français était la langue diplomatique et au XVIIIe siècle, il était la langue dominante. À la cour de Pierre le Grand en Russie et chez les tsars, on parlait français. Léopold II écrivait en français à la reine d'Angleterre. Donc le français avait un standing international qui fait qu'il n'était pas, qu'est-ce que je dirais, problématique de le proposer dans des relations internationales, parce que Léopold II a dû non seulement négocier, si je puis dire, avec la population, mais avec un tas de puissances. Et deuxièmement, en Belgique, il ne fait pas de doute qu'à cette date-là, le flamand était opprimé. Il n'y avait aucune école secondaire en flamand jusque dans les années 1920 et surtout 1930 en Belgique. Donc tout qui faisait des études devait les faire en français. Donc à ce moment-là, il est évident que le français s'est imposé ici parce que c'était la Belgique qui avait la souveraineté, si je puis dire, sur les institutions. Il y a d'ailleurs eu 2 discussions. Est-ce qu'il faut prendre les langues africaines? Certains voulaient essayer de garder, si je puis dire, les Noirs à distance des Européens, et d'autres, au début, ont vraiment voulu en faire des associés parce qu'on manquait de personnel. Et donc, au début, il y a pas mal de Congolais qui avaient aussi appris le français et étaient associés assez étroitement. Quelqu'un comme Paul Panda Farnana a été capable d'aller défendre l'idée de l'indépendance, et le mot était employé par lui dans les années 1910 et 1920 en Belgique. Il n'était évidemment pas porteur de toute une pression sociale, mais donc le français, oui, s'est réellement imposé, si je puis dire, comme langue d'administration et de gestion du Congo belge.
Et à partir du moment où on a voulu avoir aussi un régime d'enseignement qui permette d'accéder à l'université dans le monde international, il n'y a pas eu ici la moindre hésitation. C'était le français qui s'était imposé comme un enfant qui est né dans une famille, dans un milieu francophone. Il a grandi, le Congo a grandi dans le milieu francophone. Il est cependant à noter que cette évolution s'est accompagnée d'une volonté administrative ségrégationniste qui explique la morphologie actuelle de la ville de Kinshasa et celle d'autres chefs-lieux des provinces. En effet, en 1913, une ordonnance oblige les gens de couleur vivant dans des circonscriptions urbaines à résider dans les quartiers indigènes désignés par un administrateur de territoire, les centres extra-coutumiers et les cités indigènes, dont celle de Léopoldville, sera créée en 1945. Avec la fin du travail forcé en 1945, nombreux paysans de la campagne, à la recherche d'un emploi, ont amorcé un mouvement migratoire vers Léopoldville, qui devient petit à petit une grande agglomération urbaine. Partout ailleurs, les Français ont colonisé en français. Les Anglais ont colonisé en anglais. La question qui se pose dans ce contexte, mais pourquoi nous, on nous a colonisés en français? C'est dans cela que le français est devenu la langue de communication et la question se pose. La réponse, plus ou moins simple, mais à la fois complexe, se trouve dans le fait que la Belgique, sur le plan de la dimension, dimensionnellement parlant, la Belgique est un petit pays. Elle-même, nous sommes en 1885, après le fameux partage de la honte, la Belgique se trouve entourée des grandes puissances. Ces puissances jadis coloniales pour l'Afrique, c'est la France et l'Angleterre. Et ceci doit être bien compris. Toutes les colonies qui entourent la future colonie belge étaient francophones. Il était donc évident, très évident, pour faciliter les choses, de coloniser en français, plus, c'est-à-dire d'autre part. C'est plutôt la petite loge francillonne en Belgique, wallonne, veux-je dire, qui, tout en étant en contact très serré avec la France, a fait bouger le monde du flamand. Le monde du flamand. La réaction ou bien l'action de la France était très forte par Liège. Vous voyez, est entré en Belgique par Liège au moment où la Flandre était encore liée du côté de la Hollande, du néerlandais. Il était donc plus facile pour la Belgique, n'est-ce pas, quand le roi cherchait encore comment coloniser d'une part ou d'autre, pour être en relation avec d'autres colonies tout autour, d'être dans l'harmonie avec les colonies qui se trouvaient dans un état d'entourer la colonie belge, de gouverner, de coloniser en français. Depuis cette époque, depuis la colonisation, est resté collé à la peau. Et sur le plan de l'évolution, aujourd'hui, le français n'est plus la langue des Français tout seul. C'est devenu un patrimoine commun, un patrimoine universel, un patrimoine de l'humanité. À Kinshasa, à la suite du programme d'enseignement initié par les missionnaires chrétiens, un réseau d'enseignement laïque fut initié à partir de 1954, notamment avec la création de l'Athénée de Ngiringiri, une école pédagogique pour indigènes qui a connu une grande renommée dans la promotion de la langue française dans la cité. Il est entendu que cette création était précédée par l'implantation d'un solide réseau d'enseignement secondaire datant des années 1910-1930, comprenant notamment
l'Institut Saint-Raphaël, l'Institut Saint-Georges, fondé en 1935 par les frères des écoles chrétiennes, l'Institut Kimvuela, l'Institut Saint-Joseph, et tant d'autres. En 1954, la ville ouvre la première université de la colonie et première université noire, Université de Lovanium. À ces écoles de l'époque coloniale et de bonne réputation sont venues s'ajouter celles de création post-coloniale, à savoir l'Institut supérieur de commerce, ISC, l'Institut supérieur pédagogique de la Gambie pour filles, ISP, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, l'Institut national des arts et métiers, ISAM, et l'Institut supérieur pédagogique et technique, ISPT, qui ont aussi largement contribué à la promotion de la langue française, ici et ailleurs. La langue française est toujours au centre de tous les événements et sert à la meilleure expression des décisions prises, depuis l'époque du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Ici, le 30 juin 1960, le roi de Belge Baudouin Ier proclame l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez passablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. En janvier 1969, certaines circonscriptions, ces zones annexes sont érigées en communes. La ville a désormais 24 communes et englobe maintenant le secteur Baombo et la chefferie Bakana. À partir de 1968, la ville est réorganisée administrativement et elle reçoit un statut particulier qui sera modifié en partie par un texte de 1973 qui la rebaptise sous le nom de Kinshasa. Administrativement, la ville est désormais divisée en 24 communes, faisant pratiquement disparaître les vestiges de l'ancien ordre colonial. La ville-province de Kinshasa bénéficie d'un climat tropical, comptant 2 saisons. La saison de pluie, qui est chaude avec une température variant entre 25 et 32 degrés, et la saison sèche, dont la température varie entre 22 et 28 degrés. La commune de la Gambie n'est pas seulement un quartier résidentiel, et avant tout dans sa partie est, le centre d'affaires le plus important du pays, où sont établis les services de l'administration centrale et du gouvernement, les sièges des sociétés et des banques, les comptoirs commerciaux et de toutes les activités liées à la vie communautaire. Avant la nuit tombante, les autres communes récupèrent les leurs et le cœur de la ville quitte la Gambie pour les différents quartiers de la cité où l'on trouve une animation assez nourrie dans des bars et des bistrots. Du nord au sud et de l'est à l'ouest,
Kinshasa s'étend sur une superficie de 9 965 km², englobant des quartiers excentriques, la banlieue, des communes et d'une large surface le long du fleuve Congo. L'ensemble du site, dont les parties baissées sont bien drainées, s'étend entre Maluku, Tsele et Ngaliema, sur une superficie de 200 km², aisément urbanisable. Malgré la poussée démographique, le site n'est pas encore saturé, surtout si on prend en compte le plateau de Bateke à l'est. Dans la conquête des espaces vers l'est et le sud, les habitants de la ville-province de Kinshasa ont littéralement foulé aux pieds les contraintes naturelles et celles imposées par l'administration. Sans voirie et sans équipement collectif viable et suffisant, tels l'eau, l'électricité, le transport en commun, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sportives et récréatives, l'espace conquis pose beaucoup de problèmes à ses habitants et à l'autorité urbaine. L'expression continuelle de Kinshasa est un défi au plan d'urbanisation de l'hôtel de ville. Ceux qui existent doivent être révisés d'urgence par une politique volontariste afin de les adapter aux exigences des normes urbanistiques et environnementales. En tant que diffuseur hôte du 14e sommet de la francophonie, la radiodiffusion Télévision nationale congolaise RTNC devait assurer une couverture audio et vidéo complète de tous les événements officiels du sommet, notamment l'accueil des officiels, la cérémonie solennelle d'ouverture du sommet, la photo de famille, les conférences de presse. Le diffuseur hôte devait mettre à la disposition des chaînes de radiodiffusion et télévision intéressées les signaux audio ou vidéo de ces événements à travers un canal d'information interne et du site officiel du sommet. Pour cela, des séances de réglage de détails pour techniciens, du programme de couverture et de marketing de l'événement sont constamment organisées autour de Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Nicole Dibambou Kitoko. À 3 semaines à peine du 14e sommet de la francophonie, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait le tour de Kinshasa le lundi 17 septembre 2012. Sur le terrain, il lui a fallu 7 heures d'affilée pour inspecter et voir de ses propres yeux, toucher du doigt les sites importants qui accueilleront le flot d'invités, de marques et d'autres personnalités de haut rang de l'univers diplomatique. Dans moins de 72 heures, nous procéderons à l'ouverture du 14e sommet de la francophonie. Un événement que nous préparons avec détermination et enthousiasme pour marquer d'une pierre blanche l'engagement de la République démocratique du Congo, aussi bien à organiser ce sommet, pour nous historique, parce que se tenant pour la première fois en Afrique centrale, qu'à promouvoir les valeurs de la francophonie. Le Comité national d'organisation a voulu, en effet, offrir au public un espace convivial, un lieu de partage des biens, des idées et des émotions, permettant ainsi à la population congolaise d'intensifier les échanges avec tous les francophones venus de divers horizons. Le village s'étend sur 66 620 m² et compte 110 stands, dont une soixantaine de 30 m² et une cinquantaine de 20 m². Au nom du secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, je veux vous exprimer ici, aujourd'hui, la fierté de la francophonie mondiale d'être enfin présente au grand rendez-vous du donner et du recevoir, à cette fête de la langue française et des cultures francophones. Au cœur de cette capitale, le village de la francophonie permettra aux francophones des 4 coins du monde, aux Congolaises, aux Congolais, aux Quinoises, aux Quinois,
un voyage culturel, gastronomique, économique, militant à travers la diversité de notre famille francophone. Nous sommes en fait le plus concernés au regard du thème de la francophonie, des enjeux environnementaux. Et nous croyons que nous sommes ceux qui gèrent ces enjeux environnementaux. En fait, nous avons été appelés à pouvoir contribuer dans la réussite de la francophonie et nous avons disposé aujourd'hui le Jardin botanique de Kinshasa qui reçoit un des sites sur les activités de femmes. Nous-mêmes, nous avons un stand au niveau du village de la francophonie où nous avons présenté tous les aspects qui pourraient intéresser le participant. En fait, on a présenté l'aspect vert de la RDC, les différentes espèces, les différents parcs. Nous avons disposé aussi le jardin botanique de Kisantu, qui pourra aussi recevoir certains des visiteurs curieux. Donc nous avons été suffisamment impliqués et bien préparés et nous avons mis à la disposition de tout ce qui pourrait venir un cadre intéressant pour voir ce que représentent les ressources naturelles de la RDC. Physiquement, ils seront au jardin botanique de Kinshasa, au jardin botanique de Kisantu. Ceux qui seront disposés peuvent faire le lac Mavale pour voir les bonobos. C'est dans un milieu en captivité. Et les zoos de Kinshasa présentent aussi quelques espèces. Et tout ça, ça fait un échantillon de ce que représente la conservation de la nature en RDC et les services environnementaux que nous offrons à l'humanité, à notre population et à nos visiteurs qui vont bien pouvoir nous visiter pendant cette semaine de la francophonie. Suite aux multiples changements structurels intervenus, l'Agence de coopération culturelle et technique sera appelée Agence intergouvernementale de la francophonie, AIF, et joue le rôle d'opérateur principal du sommet de la francophonie, destiné à traduire en actes les programmes de coopération multilatérale francophone. En décembre 1997, le chef d'État et de gouvernement réunis à l'occasion du sommet d'Hanoï au Vietnam adoptent la charte de la francophonie. C'est également à cette rencontre que Pierre Boutros Boutros-Ghali, de nationalité égyptienne et ancien secrétaire général des Nations Unies, est élu premier secrétaire général de la francophonie. En décembre 1998, la conférence ministérielle de Bucarest en Roumanie adopte l'appellation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. En 2002, M. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, est élu secrétaire général de la francophonie et succède à Boutros Boutros-Ghali. En novembre 2005, la conférence ministérielle de la francophonie d'Antananarivo à Madagascar adopte la nouvelle charte de la francophonie qui est actuellement en vigueur. L'Agence intergouvernementale de la francophonie est devenue Organisation internationale de la francophonie et compte 70 États et gouvernements membres. La francophonie a comme mission promouvoir la paix, la langue française, la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité. La francophonie privilégie également la prise en compte des actions transversales en rapport avec la jeunesse, l'égalité des genres et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle prône une approche partenariale sur le terrain. La charte de la francophonie consacre 3 instances politiques, à savoir primo, la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant le français en partage, communément appelée Sommet de la francophonie. Secondo, la conférence ministérielle de la francophonie, qui s'est réunie chaque année afin d'assurer la continuité politique du sommet. Les États et grands membres y sont représentés par les ministres des Affaires étrangères ou chargés de la francophonie. Tertio, le Conseil permanent de la francophonie,
qui est chargé de la préparation et du suivi du sommet. Il est présidé par le secrétaire général de la francophonie. Le 14e sommet de la francophonie a réuni à Kinshasa du 13 au 14 octobre 2012 les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. À l'ouverture, l'hôte du 14e sommet, le président Joseph Kabila Kabange, a affirmé que grâce à cette langue, nous sommes membres à part entière d'une grande communauté porteuse de valeurs universelles. Le secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, est revenu sur la vision historique de Patrice Emery Lumumba en rappelant un extrait de la dernière lettre adressée à son épouse peu avant de disparaître. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Pour Abdou Diouf, cette prophétie de Patrice Emery Lumumba, la francophonie l'a résolument faite sienne. Le président français François Hollande a centré son intervention sur 4 priorités que le pays de l'espace francophone devrait intégrer et valoriser. Il a premièrement plaidé pour la multiplication des échanges entre les jeunes, les étudiants, les artistes et les chercheurs dans l'espace francophone. Le président français a souhaité que la messe francophone soit au service du développement, dont, en primauté, la préservation de la planète. La francophonie doit porter la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, le respect de la liberté d'expression. La langue française a ses valeurs qui sont véhiculées sur tous les plans et ces valeurs doivent être respectées par tous. Dans la déclaration finale, les participants ont chaleureusement salué la tenue de ces sommets en Afrique centrale pour la première fois. Le sommet de Kinshasa avait comme thème « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ». La rencontre de Kinshasa était la bonne occasion d'affirmer l'impérieuse nécessité de la mondialisation au bénéfice de tous et de la promotion de la bonne gouvernance environnementale au service de la qualité de vie. Le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa a retenu les résolutions réparties en 4 points principaux. Le premier est consacré aux enjeux environnementaux et économiques. Le deuxième à la gouvernance démocratique et des droits de l'homme. Le troisième à la langue française, à la diversité culturelle et à l'éducation. Le quatrième a trait à l'Afrique, dans la francophonie et dans la gouvernance mondiale. L'Afrique est un pôle de croissance. Elle représente l'avenir même de la francophonie grâce au dynamisme de sa jeunesse et à ses potentialités immenses. La francophonie est décidée à soutenir l'Afrique dans une perspective rénovée. Après Kinshasa en 2012 pour le 14e sommet, rendez-vous à Dakar en 2014 pour le 15e sommet. Pour clôturer en beauté le 14e sommet de la francophonie, le président Joseph Kabila Kabange a offert à ses hôtes de marque un dîner à la Cité de l'Union africaine. La francophonie elle-même, c'est la rencontre des cultures. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait Senghor. Cette cérémonie de la francophonie qui s'est organisée dans notre pays. Je ne peux qu'en être heureux. L'Alliance franco-congolaise a déjà mis sur le marché quelque chose comme 80 000 apprenants. C'est dire que ce qui a été fait profite à notre pays. Et en partie à notre pays et aussi à la République française qui utilise la langue française d'abord comme locuteur, comme co-locuteur, parce qu'ils parlent la langue française. La Maison du Savoir est un projet de l'Organisation internationale de la francophonie
de l'Association internationale des maires francophones, de l'Agence universitaire de la francophonie et de TV5 Monde en tant que partenaire. Dans le cadre de la promotion de la langue française, les maires des différentes villes francophones, réunis justement au sein de l'AIMF, avaient décidé justement de créer ce genre de centre qu'on devrait appeler les maisons de savoir. La maison des savoirs de Kinshasa a 3 espaces. Nous avons l'espace bibliothèque qui vous reçoit ici. Il y a l'espace numérique, ça se trouve au-dessus. Et enfin, nous avons l'espace socio-culturel qui utilise à la fois la grande salle ici et notre parterre, donc le parking de dehors. La halle de la Gombée a été créée sous la forme initiale de Centre culturel français en 1967. Et le Centre culturel français s'est transformé en Institut français au 1er janvier 2011. Voilà pour l'historique. Donc ce changement d'appellation a aussi entraîné aussi un changement de fonction, puisque le Centre culturel français donc strictement dévolu aux activités culturelles, l'Institut français a également intégré des missions pédagogiques dans le domaine de la formation, cours de français, cours d'autres langues éventuellement, et puis avec comme objectif de mettre en place un campus France donc destiné à l'accueil et à l'accompagnement des étudiants qui souhaitent venir faire leurs études en France. Traiter de l'argent à un pouvoir, l'argent, 2, 3, 4. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon.